Le journal de 7h présenté par Charles Huillier. Bonjour Charles. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Tension toujours très vive en Angleterre. Cela dure depuis une semaine désormais. Des heurts qui, pour rappel, font suite à une attaque au couteau sur 3 fillettes tuées par un jeune de 17 ans dont la famille est originaire du Rwanda. 150 personnes ont été arrêtées ce week-end. Une quarantaine de policiers ont été blessés. Les casseurs vont le regretter. Déclaration signée Keir Starmer. Le Premier ministre est attendu au tournant par les habitants sur place. Le reportage de Sarah Menaille, correspondante d'Europe 1 à Londres. Magasins pillés, policiers visés par des projectiles et début d'incendie dans 2 hôtels accueillant des demandeurs d'asile. Le week-end de la honte, titré lundi le tabloïd The Sun. Face à la violence des images, le Premier ministre britannique Keir Starmer a promis une réponse ferme. Dans les rues de Londres où la situation est restée calme, si l'on peut comprendre une certaine colère, on ne cautionne absolument pas les méthodes des émeutiers. Je comprends que les gens soient en colère, mais ils ne le montrent pas de la bonne manière. Ils viennent de montrer ce week-end qu'ils n'ont rien à voir avec nous, c'est honteux. Je pense que beaucoup de ces gens qui ont participé aux émeutes ont oublié pourquoi ils manifestaient. C'est absolument horrible ce qui s'est passé à Southport. Mais ces émeutes ne sont qu'une excuse pour montrer leur racisme et je veux dire que nous ne pensons pas tous comme eux. Dans un pays où il est rare de manifester, les images du week-end ont choqué. Il faut remonter à l'été 2011 pour voir de telles émeutes au Royaume-Uni. À l'époque, des tribunaux exceptionnels avaient été mis en place pour juger les fauteurs de troubles dans les plus brefs délais. Des peines lourdes allant de 6 mois à 10 ans de prison avaient été prononcées. En 2011, le procureur général du pays s'appelait alors Keir Starmer. Londres, Sarah Menaille, Europe 1. 7h03 sur Europe 1. Les Jeux Olympiques avec la France qui maintient sa 3e place au classement général, Charles. 48 médailles. La dernière remportée cette nuit par le Tahitien Kaolin Vast dans l'épreuve de surf en Polynésie. Succès qui offre à la France une 13e médaille d'or. Kaolin Vast qui a survolé l'épreuve de surf il y a quelques heures. Le Tahitien de 22 ans répond à nos confrères de France 3. Je suis tellement heureux, tellement content que j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Et voilà, je suis le plus heureux du monde, le plus fier du monde. Et il fallait tenir un bon rythme, il fallait être confiant, il fallait être serein, il fallait être humble, il fallait y croire. Et voilà, et tout s'est bien aligné. Donc voilà, un beau travail de la Team France. On s'est tous hyper bien entendus et on a fait un bon résultat. Et voilà, on remporte 2 médailles et voilà, et c'était magnifique. Outre le surf, un point sur le football, toujours dans le cadre de ces JO. Hier, les Bleus de Thierry Henry se sont qualifiés en finale. Victoire face à l'Égypte, 3-1. But de Mateta, doublé de Michael Olise. Ils rencontreront, ces Bleus, l'Espagne vendredi pour la finale. Un point rapide également sur le programme du jour dans ces JO pour les tricolores. L'équitation d'abord avec la finale du saut d'obstacle individuel. L'athlétisme également avec le 1500 mètres hommes. Le handball aussi avec le quart de finale pour l'équipe de France féminine face à l'Allemagne. Et puis en basket chez les hommes, quart de finale face au Canada. Un gros morceau, le Canada, ce sera à 18h. Alors on a parfois évoqué le manque de moyens pour les athlètes français engagés dans ces Jeux Olympiques. Les médailles d'or leur rendent bien service quand même. Oui, jusqu'à 80 000 € pour la médaille d'or. Cela met en effet du beurre dans les épinards, mais pas assez pour mettre de côté sa vie professionnelle. La plupart de ces athlètes français doivent donc jongler entre leurs entraînements et leur métier. Pour concilier ces 2 activités, beaucoup choisissent de travailler pour l'État. 80 sportifs français travaillent pour l'armée, 11 pour EDF, car des aménagements spéciaux leur sont proposés. Force est de constater que les résultats sont là, Brieux Bochet. Les militaires aiment les Jeux Olympiques. Depuis 1896, un médaillé français sur 2 a travaillé pour les forces armées. Et sur les 45 médailles françaises de cette édition, 16 ont été remportées par des militaires. Une médaille en bronze aussi pour la SNCF avec Sarah Léonie Sizik. Et ce n'est pas un hasard selon Laurent Guillemette, lui-même ancien athlète et directeur des grands événements sportifs à la SNCF. On observe sur les premiers 18 mois où ils sont chez nous des records personnels qui évoluent et qui sont battus très régulièrement. Et les sportifs ont tout à y gagner, des aménagements pour pouvoir s'entraîner dans les meilleures conditions. C'est le cas chez EDF, comme l'explique Alexandre Bouleret, responsable du sponsoring au sein de l'entreprise. Ils ont un salaire à plein temps, ils bénéficient d'un aménagement de temps de travail qui leur permet de préparer les grandes compétitions internationales. Je prends l'exemple de Romain Canon, il a été mis à disposition de l'équipe de France d'épée
à peu près 2 mois avant les Jeux. EDF qui mise aussi sur les Jeux paralympiques. 2 de leurs salariés seront engagés en para-athlétisme à la fin du mois d'août. Alors les JO, événement mondial, événement théâtre d'innovation grâce à l'IA, l'intelligence artificielle, les analyses de données, les algorithmes, tout cela va permettre de nouvelles expériences pour les spectateurs, également pour les diffuseurs ou organisateurs. Les explications d'Aurélien Fleureau. Et si vous étiez un futur médaillé olympique ou tout simplement si vous voulez savoir dans quel sport vous auriez des aptitudes, direction les abords du Stade de France grâce au dispositif ludique mais pointu mis en place par Intel. Mickaël Moreau, directeur des affaires publiques pour la France. Ce qu'on est capable aujourd'hui de faire et qu'on ne pouvait pas faire auparavant, c'est mettre en place un laboratoire d'intelligence artificielle. Toutes les personnes qui auront accès au Stade de France pourront faire différents exercices, courir, soulever des poids, tester leurs réflexes. À la fin, on va leur dire pour quel sport olympique ils ont le plus d'attributs. Et pour ceux qui suivent les compétitions à distance, l'intelligence artificielle fait évoluer l'expérience en paramétrant des critères personnalisés. OBS, l'entreprise qui distribue les 11 000 heures d'images de ces jeux, peut répondre à des demandes très précises pour chaque pays. Guillermo Jiménez, directeur de la diffusion de la filiale audiovisuelle du CIO. Ces outils supplémentaires vont permettre à nos clients de personnaliser encore plus l'expérience pour les téléspectateurs. Ça serait impossible pour nous d'avoir suffisamment de personnes pour réaliser cela. Intel qui met également à profit l'intelligence artificielle pour compter l'affluence en temps réel sur les différents sites et optimiser les flux. Aurélien Fleureau. Cette recommandation maintenant, boire ou prendre l'avion, eh bien, il faut choisir. Oui, en cette période de vacances, vous serez sans doute nombreux à vous envoler. Mais savez-vous que boire de l'alcool en avion, même pour mieux dormir, peut être dangereux pour la santé? À haute altitude, une récente étude montre qu'alcool et sommeil, alcool plus sommeil, vous l'avez compris, augmente le risque d'AVC ou d'infarctus. Les explications de Yasmina Katou. Lors de chaque vol long courrier, Nicolas ne résiste pas face à une mignonnette d'alcool ou à un verre de vin offert par l'hôtesse de l'air pendant le repas. Lors d'un voyage en Martinique, on proposait du rhum, donc un petit punch à l'apéro et en dessert. Et c'est pas simple de dormir dans l'avion, donc c'est un petit boost pour essayer de dormir. Ça a été très efficace. Pourtant, faire une petite sieste avec 2 verres de rhum dans le sang, le tout à 10 000 mètres d'altitude, a mis à mal le cœur de Nicolas. Claire Mounier-Veillé, professeure en cardiologie au CHU de Lille, explique le phénomène. Quand on est en altitude, ça diminue la concentration d'oxygène dans le sang. L'alcool va en fait augmenter la perte d'oxygène dans le sang. Quand on dort, on peut avoir aussi une respiration moins efficace sur l'oxygénation du sang. Bien, le cœur peut plus fonctionner correctement et ça peut précipiter un accident cardiaque. La cardiologue rassure, les plus à risque de faire un infarctus ou un AVC sont les personnes déjà touchées par des problèmes cardiaques. L'alcool favorise également la déshydratation. Alors vous l'aurez compris, pendant vos voyages, il vaut mieux vous contenter d'un grand cru, d'eau minérale ou pétillante. Le verre de rosé au bord de la plage n'en sera que plus savoureux. Yasmina Katou, spécialiste santé d'Europe 1. Ou un jus de tomate, éventuellement. Il n'y a que dans les avions qu'on boit du jus de tomate. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il vient d'ouvrir et rencontre déjà un gros succès. On parle du musée de l'Élysée. Comment vit le président? Quelle est la couleur de sa tapisserie, de sa nappe? À quoi ressemblent ses couverts à table? Vous êtes nombreux à vouloir en savoir plus sur les coulisses du palais. Le problème, c'est que la résidence du président ne se visite pas ou alors que pendant les journées du patrimoine. Le musée, ouvert cette semaine, a donc pour but d'y remédier. Et c'est pour l'instant totalement gratuit. Ça ne va pas durer. Le reportage de Théo Grévin. Une torche olympique offerte par le président chinois, un dessin dédicacé du créateur du manga One Piece. Les cadeaux d'État sont exposés dans une vitrine du nouveau musée, tout comme le service de vaisselle choisi par chaque président. L'Élysée, comme si on y était, c'est la promesse de Yannick Desbois, directeur général des services de l'Élysée. Ça nous permet de lutter contre la frustration de la personne qui se présente en dehors des 5 jours par an où on reçoit du public. Il verra rien du palais de l'Élysée. Là maintenant, il peut juste se retourner et avoir une vraie expérience élyséenne. 600 mètres carrés de parcours immersif avec comme point d'orgue un bureau à la valeur inestimable. Le bureau du président de Gaulle, celui sur lequel il a signé la Constitution en 1958. Appareil photo à la main, les premiers visiteurs sont émerveillés. C'est émouvant de voir cet objet, de pouvoir quasiment le toucher. C'est très classe. Le musée prévoit d'accueillir jusqu'à 150 000 visiteurs par an. Il restera gratuit et sans réservation jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Théo Grévin. Dans le journal de Charles Lhuillier. Merci Charles. Prochain rendez-vous à 7h30.